Entre l'hiver 1842 et le printemps 1846, 14 propriétaires terriens de la région de Wilmington, en Caroline du Nord, sont morts dans des circonstances troublantes. Tous partageaient une seule chose en commun. Une femme nommée Celia travaillait dans leur propriété. Aucune preuve matérielle ne fut jamais découverte. Aucun procès ne fut jamais instruit. Mais les registres paroissiaux, les lettres privées et les inventaires de plantations racontent une histoire que les autorités de l'époque ont choisi d'enterrer dans le silence. Avant de plonger dans ce mystère qui a hanté la côte atlantique américaine pendant des décennies, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Nous recevons des auditeurs du monde entier et chaque histoire mérite d'être partagée. L'année 1842 marquait une période de prospérité économique fragile dans le comté de New Hanover, en Caroline du Nord. Wilmington, port stratégique sur la rivière Cape Fear, était devenu un centre névralgique du commerce du coton, de la térébenthine et du bois naval. Les plantations s'étendaient le long des terres marécageuses, séparées par des forêts de pins et de cyprès qui semblaient avaler la lumière même en plein jour. Ces terres basses, constamment humides et envahies par les moustiques pendant les mois d'été, créaient une atmosphère oppressante où la maladie et la mort étaient des compagnes familières. La société esclavagiste y fonctionnait selon des codes rigides mais complexes. Les familles propriétaires de plantations formaient une classe sociale hermétique, liée par des alliances matrimoniales, des dettes croisées et des secrets partagés. Les hommes de cette élite se réunissaient régulièrement dans le salon fumoir du Tidewater Club, un établissement discret situé près du port, où les affaires se négociaient autour de verres de whisky et de parties de cartes qui duraient jusqu'à l'aube. Ces réunions nocturnes étaient aussi des occasions d'échanger des informations sur la gestion des esclaves, de discuter des prix du coton et de consolider les alliances politiques qui maintenaient leur pouvoir sur le comté. La ville elle-même présentait un contraste saisissant entre l'opulence des quartiers résidentiels et la misère des zones portuaires. Les demeures coloniales des négociants et planteurs s'alignaient le long des rues bordées de chênes, leurs vérandas ornées de colonnes blanches immaculées. Plus près des docks, les entrepôts dégageaient une odeur persistante de térébenthine, de tabac et de poissons séchés. C'était dans ce monde divisé, où la richesse de quelques-uns reposait sur le labeur forcé de milliers d'autres, que l'histoire de Celia allait se dérouler. C'est dans ce contexte que Celia est apparue dans les registres officiels pour la première fois. Les documents de vente conservés aux archives du comté indiquent qu'elle fut achetée en 1839 par un marchand de Charleston nommé Josiah Pemberton, qui la revendit quelques mois plus tard à Edmund Carlyle, propriétaire de la plantation Fairwood, située à environ 15 km au nord de Wilmington. Elle avait alors 22 ans, selon l'estimation inscrite sur le reçu de transaction, bien qu'aucun document ne confirme sa date de naissance exacte. Le prix payé, $180, suggérait qu'elle était considérée comme une travailleuse compétente mais sans qualification particulière qui aurait justifié un prix plus élevé. Les descriptions physiques dans les inventaires de plantation la décrivent comme une femme de taille moyenne, aux yeux sombres et au visage aux traits anguleux. Sa peau était décrite comme ayant la teinte sombre caractéristique de ceux venus directement d'Afrique ou des Caraïbes. Mais c'est une autre caractéristique qui revenait systématiquement dans les annotations marginales des registres. Son silence. Plusieurs contremaîtres ont noté qu'elle ne parlait presque jamais, accomplissant ses tâches avec une efficacité mécanique qui mettait mal à l'aise ceux qui travaillaient à ses côtés. Certains mentionnaient qu'elle semblait comprendre parfaitement les ordres en anglais, mais ne répondait jamais par des phrases complètes, seulement par de brefs hochements de tête ou des monosyllabes inaudibles. La plantation Fairwood était une exploitation de taille moyenne, produisant principalement du coton à fibres longues destiné aux manufactures du Nord. La maison principale, construite dans le style fédéral typique de l'époque, se dressait au sommet d'une légère élévation, entourée de chênes couverts de mousse espagnole dont les branches retombaient comme des rideaux verts grisâtres. En contrebas, s'étendaient les champs, les cabanes des esclaves et les bâtiments de stockage.
L'ensemble formait un microcosme autosuffisant où près de 40 personnes asservies travaillaient du lever au coucher du soleil. Edmund Carlyle, veuf depuis 5 ans, vivait seul dans cette grande demeure avec son fils unique, Thomas, alors âgé de 17 ans. Carlyle père était connu parmi ses pairs comme un gestionnaire méticuleux mais émotionnellement distant. Depuis la mort de sa femme, emportée par la fièvre jaune lors d'une épidémie en 1837, il s'était enfermé dans une routine rigide de gestion comptable et de surveillance des récoltes. Il prenait ses repas seul dans la salle à manger, entouré de portraits de famille qui semblaient le juger du haut de leur cadre doré. Thomas, quant à lui, passait le plus clair de son temps à étudier dans sa chambre ou à chevaucher dans les terres environnantes, évitant autant que possible la compagnie austère de son père. Célia fut assignée aux travaux domestiques de la maison principale. Elle préparait les repas, entretenait les pièces et s'occupait du linge. Les autres personnes asservies de Fairwood la traitaient avec une distance prudente. Dans les témoignages recueillis des décennies plus tard par un journaliste du Wilmington Morning Star, plusieurs anciens esclaves de plantations voisines mentionnaient cette femme étrange qui ne participait jamais au chant du soir et qui regardait toujours au-delà des gens plutôt que dans leurs yeux. Une femme nommée Dinah, qui avait travaillé brièvement aux cuisines de Fairwood avant d'être vendue à une plantation voisine, décrivait Célia comme quelqu'un qui bougeait dans la maison comme une ombre, accomplissant ses tâches avec une précision inquiétante, mais sans jamais établir de véritable contact humain avec qui que ce soit. Le 23 décembre 1842, Edmund Carlyle fut retrouvé mort dans son bureau au petit matin. C'est Thomas qui découvrit le corps de son père effondré sur sa table de travail, le visage tourné vers des documents comptables éparpillés. Une lampe à huile brûlait encore, sa flamme vacillante projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de livres. Le médecin local, le docteur Silas Witherby, consigna dans son rapport que la mort était survenue pendant la nuit, probablement d'une défaillance cardiaque. Edmund Carlyle avait 54 ans et, selon les connaissances de l'époque, aucun antécédent médical préoccupant qui aurait pu laisser présager une telle fin brutale. Ce qui rendit cette mort particulièrement troublante pour l'entourage proche ne fut révélé que plus tard, dans une lettre que Thomas Carlyle écrivit à son oncle maternel résidant à Raleigh. Dans cette correspondance conservée dans une collection privée et récemment numérisée par les archives d'État, le jeune homme décrivait un détail qu'il n'avait pas mentionné au docteur Witherby. Lorsqu'il avait découvert son père, les lèvres du défunt étaient légèrement teintées d'une couleur violacée inhabituelle, et une odeur âcre, presque amère, flottait dans la pièce. Thomas écrivait également que le verre de cognac habituel de son père, celui qu'il prenait chaque soir avant de se retirer dans son bureau pour travailler sur ses comptes, était vide sur le coin du bureau. Le liquide brun foncé au fond du verre semblait présenter un léger résidu granuleux que Thomas n'avait jamais remarqué auparavant. Thomas hésitait à parler de ses observations car il craignait d'être considéré comme un fils cherchant à contester l'héritage ou à créer un scandale. À cette époque, mettre en doute les conclusions d'un médecin établi revenait à remettre en question l'ordre social lui-même. De plus, Edmund Carlyle avait des dettes considérables auprès de plusieurs créanciers influents, et toute suggestion de circonstances suspectes aurait pu bloquer la succession et ruiner la réputation familiale. Les Carlyle appartenaient à la petite noblesse terrienne de Caroline du Nord depuis 3 générations, et Thomas comprenait instinctivement que préserver cette réputation était plus important que satisfaire ses doutes personnels. Les funérailles eurent lieu 2 jours après Noël. La cérémonie fut modeste, selon la tradition protestante rigoriste de la région. Edmund Carlyle fut enterré dans le petit cimetière familial situé derrière la propriété, sous un magnolia que sa défunte épouse avait planté 20 ans plus tôt. Une vingtaine de voisins et d'associés d'affaires assistèrent à l'enterrement, se tenant raides dans leurs habits noirs malgré le froid mordant de décembre. Le pasteur prononça un éloge convenu sur les vertus du défunt, son sens du devoir et sa gestion exemplaire de sa plantation. Pendant la mise en terre, plusieurs personnes présentes remarquèrent que Célia se tenait à l'écart,
près du portail du cimetière, immobile comme une statue de sel. Elle ne pleurait pas, elle ne baissait pas les yeux, elle observait simplement la scène avec cette fixité qui caractérisait tous ses gestes, ses mains croisées devant elle, son visage dénué de toute expression identifiable. Thomas Carlyle hérita de Fairwood, mais se retrouva confronté à une situation financière précaire. Les récoltes de l'année avaient été médiocres, affectées par une sécheresse printanière suivie d'orages violents en septembre qui avaient endommagé une partie substantielle des plants de coton. Les dettes de son père s'élevaient à plus de 3000 $, une somme considérable pour l'époque, due principalement à des investissements spéculatifs malheureux dans le commerce maritime. Incapable de gérer seul l'exploitation et pressé par les créanciers qui exigeaient des paiements immédiats, il prit la décision de vendre une partie des personnes asservies pour honorer les créanciers les plus pressants. C'est ainsi qu'en février 1843, Celia fut vendue à Nathaniel Grantham, propriétaire de la plantation Riverside, située plus à l'est, près des marécages de la rivière Cape Fear. Nathaniel Grantham était un homme connu pour son caractère irascible et ses méthodes de gestion brutales. Sa plantation produisait principalement de la térébenthine extraite des pins. Un commerce lucratif mais éprouvant qui nécessitait un travail constant dans des conditions difficiles. Les esclaves devaient entailler l'écorce des pins géants, collecter la résine poisseuse dans des pots en terre cuite, puis la transporter vers les distilleries où elle était transformée en térébenthine et en goudron. Le travail était physiquement épuisant et dangereux, les vapeurs toxiques provoquant fréquemment des maux de tête, des vertiges et des maladies respiratoires chroniques. Grantham vivait avec sa seconde épouse, Martha, une femme discrète qui passait le plus clair de son temps dans les pièces du premier étage de leur demeure, évitant autant que possible les affaires de la plantation et les colères fréquentes de son mari. Celia fut assignée aux cuisines de Riverside. Les autres domestiques remarquèrent immédiatement son arrivée, non seulement à cause de sa réputation de silence, mais aussi parce qu'elle semblait accomplir ses tâches avec une précision dérangeante. Elle mesurait les ingrédients au grain près, coupait les légumes en morceaux d'une régularité mathématique et nettoyait les ustensiles jusqu'à ce qu'ils brillent comme des miroirs. Cette perfection méthodique créait un malaise diffus parmi le personnel. Une cuisinière plus âgée, qui supervisait le travail de Celia, mentionna à une connaissance que cette nouvelle venue lui donnait l'impression d'observer un automate plutôt qu'un être humain. Elle accomplissait chaque geste avec une efficacité mécanique, sans jamais se plaindre, sans jamais ralentir, sans jamais manifester la moindre émotion. Le 15 mai 1843, soit 3 mois exactement après l'arrivée de Celia à Riverside, Nathaniel Grantham tomba malade. Les symptômes apparurent brutalement pendant le dîner. Des crampes abdominales violentes, suivies de vomissements incoercibles et d'une transpiration froide qui trempait ses vêtements. Martha, paniquée, fit appeler immédiatement le docteur Witherby, qui résidait à environ 8 kilomètres de la plantation. Le médecin arriva 2 heures plus tard, trouvant Grantham dans un état de détresse aiguë, le visage cireux et les membres agités de spasmes incontrôlables. Il diagnostiqua une intoxication alimentaire sévère, probablement causée par de la viande avariée, une conclusion courante à une époque où la réfrigération n'existait pas et où les aliments se détérioraient rapidement dans le climat humide de Caroline du Nord. Malgré les saignées et les purgatifs administrés selon les pratiques médicales de l'époque, Grantham mourut avant l'aube, son corps épuisé par les convulsions et la déshydratation. Martha Grantham insista pour faire examiner les réserves de nourriture. Le docteur Witherby inspecta sommairement la cuisine, mais ne trouva rien d'anormal. Les viandes semblaient correctement conservées dans le garde-manger, les légumes frais et les réserves de grains exemptes de moisissures. Les restes du repas furent jetés aux cochons, qui les dévorèrent, sans présenter le moindre symptôme, ce qui sembla confirmer que la nourriture elle-même n'était pas la cause de la mort. L'affaire fut classée comme une tragédie malheureuse, mais naturelle. Nathaniel Grantham avait 51 ans et, selon les standards de l'époque, avait vécu une vie relativement longue pour un homme soumis au stress constant de la gestion d'une plantation.
Ce qui ne figura jamais dans aucun rapport officiel, mais qui fut murmuré entre les domestiques de Riverside, c'est que Celia avait préparé le repas ce soir-là. Plus troublant encore, elle avait spécifiquement servi à Nathaniel Grantham une assiette différente de celle de son épouse, expliquant que le maître préférait la viande plus saignante et assaisonnée différemment. Martha Grantham n'avait mangé que des légumes et du pain, car elle suivait un régime végétarien partiel sur recommandation médicale pour traiter des troubles digestifs chroniques. Plusieurs domestiques se rappelaient avoir vu Celia préparer séparément l'assiette de Grantham dans un coin de la cuisine, ajoutant des herbes et des épices d'une jarre particulière qu'elle gardait près d'elle. Après la mort de Grantham, sa plantation fut rachetée par un consortium de créanciers qui cherchaient à récupérer les sommes considérables qu'il leur devait. Les personnes asservies furent dispersées lors d'une vente aux enchères organisée devant le tribunal du comté, un événement brutal où les familles furent séparées et où les êtres humains furent évalués comme du bétail. Celia fut acquise par un planteur de tabac nommé Leonard Hutchins, dont la propriété se situait dans l'arrière-pays, à la frontière avec le comté de Pender, une région encore plus isolée et reculée que les zones côtières. Ce qui aurait dû rester 2 incidents isolés, 2 morts naturelles séparées par le hasard et la géographie, allait révéler un schéma beaucoup plus inquiétant au cours des mois suivants. Mais à ce stade, personne n'avait encore fait le lien. Les morts d'Edmund Carlyle et de Nathaniel Grantham n'étaient que 2 noms de plus dans les registres mortuaires d'une époque où la médecine restait primitive et où la mort frappait souvent sans prévenir. Pourtant, dans les cuisines et les cabanes, parmi ceux qui n'avaient pas le droit de témoigner devant la loi, des regards commençaient à se croiser avec une compréhension silencieuse. Un nom circulait déjà dans les murmures échangés entre les esclaves des plantations voisines. Celia, celle qui apporte le silence. L'histoire de Celia ne faisait que commencer, et les morts allaient se multiplier avec une régularité qui finirait par alarmer même les plus sceptiques. Leonard Hutchins dirigeait une exploitation de taille modeste, spécialisée dans la culture du tabac. C'était un homme méticuleux qui tenait ses propres registres comptables et supervisait personnellement chaque aspect de sa plantation, baptisée Thornridge, en référence aux haies d'épines qui délimitaient les terres. Contrairement à beaucoup de ses pairs, Hutchins ne fréquentait pas le Tidewater Club ni les cercles sociaux de Wilmington. Il préférait l'isolement de sa propriété, où il vivait avec sa sœur cadette, Abigail, qui n'avait jamais trouvé de mari malgré sa dot convenable et son éducation raffinée. Abigail avait 35 ans et s'était résignée à son statut de vieille fille, consacrant son existence à la gestion de la maison et à la lecture extensive de romans et de traités de botanique qu'elle commandait depuis Boston. Celia arriva à Thornridge en juillet 1843. Elle fut affectée aux travaux des champs pendant les premières semaines. Une décision inhabituelle pour une femme qui avait jusqu'alors servi dans les maisons principales. Hutchins, pragmatique et économe, estimait que tous les esclaves devaient contribuer aux récoltes pendant les périodes critiques. Mais en août, lorsque la cuisinière habituelle tomba gravement malade d'une fièvre typhoïde qui l'emporta en moins d'1 semaine, Celia fut transférée aux cuisines par nécessité pratique. Abigail Hutchins, qui supervisait les affaires domestiques avec une attention maniaque aux détails, nota dans son journal personnel que cette nouvelle cuisinière possédait des compétences remarquables, mais qu'elle provoquait chez elle un sentiment d'inquiétude qu'elle ne parvenait pas à définir rationnellement. Les entrées du journal d'Abigail, conservées dans une collection de documents familiaux légués à la Société historique de Caroline du Nord, révèlent une progression troublante. En août, elle écrivait simplement que Celia était étrangement silencieuse et possédait un regard qui traverse l'âme sans la voir. En septembre, elle mentionnait que son frère avait commencé à se plaindre de maux de tête récurrents et d'une fatigue inhabituelle qui le forçait à abandonner ses tournées d'inspection quotidiennes. En octobre, elle décrivait Léonard comme irritable et sujet à des vertiges qui le forçaient à s'asseoir au milieu de ses activités, tenant sa tête entre ses mains et gémissant que quelque chose n'allait pas dans son crâne,
comme si une pression constante s'y accumulait. Abigail nota également un détail particulier. Léonard avait développé une soif intense dans ces dernières semaines, buvant des quantités anormales d'eau et demandant spécifiquement les tisanes que Célia préparait avec des herbes du jardin. Ces tisanes, expliquait Célia dans ses rares moments de communication, étaient censées soulager les maux de tête et calmer les nerfs. Léonard semblait y trouver un réconfort temporaire et en réclamait plusieurs tasses par jour, jusqu'au point où Abigail commença à s'inquiéter de cette dépendance croissante à ces breuvages dont elle ignorait la composition exacte. Le 28 octobre 1843, Leonard Hutchins mourut pendant son sommeil. Il avait 47 ans. Le docteur Weatherby, appelé une fois de plus, attribua la mort à une fièvre cérébrale, un diagnostic fourre-tout utilisé à l'époque pour décrire toute affection neurologique inexpliquée. Les symptômes correspondaient selon les critères médicaux rudimentaires de l'époque. Les maux de tête chroniques, la confusion mentale croissante que Léonard avait manifestée dans ces dernières semaines, et finalement, la mort paisible dans son lit, sans lutte apparente. Rien dans ce tableau clinique ne paraissait suspect aux yeux de la médecine de l'époque, qui attribuait régulièrement des décès à des fièvres mystérieuses sans chercher plus loin. Mais Abigail Hutchins ne croyait pas au diagnostic. Dans une lettre adressée à sa cousine de Charleston, écrite 2 semaines après les funérailles, elle exprimait des doutes explicites. Elle mentionnait que les maux de tête de son frère avaient commencé précisément après le retour de Célia aux cuisines. Elle notait également que Léonard avait développé une dépendance troublante aux tisanes préparées par cette femme silencieuse, et que lorsqu'elle-même avait essayé de goûter l'une de ces infusions, elle avait trouvé le goût étrangement amer et avait ressenti une légère nausée dans l'heure qui suivit. Surtout, elle décrivait comment elle avait elle-même commencé à ressentir des malaises après avoir consommé certains repas préparés par Célia, des nausées qui disparaissaient mystérieusement lorsqu'elle prenait ses repas chez des voisins ou se contentait de pain et de fruits qu'elle choisissait elle-même dans le verger. Abigail Hutchins prit une décision radicale. Elle vendit immédiatement Célia à un marchand itinérant qui approvisionnait les plantations de la région en main-d'œuvre. Elle ne voulait pas cette femme sur sa propriété une journée de plus. Le marchand, un certain Ezekiel Crawford, acheta Célia pour un prix étonnamment bas, $90 seulement, car Abigail insistait pour s'en débarrasser rapidement, sans négociation. Crawford, habitué à profiter de la détresse des vendeurs, ne posa aucune question. Il la revendit 3 jours plus tard à William Dexter, propriétaire d'une plantation de riz dans les basses terres marécageuses au sud de Wilmington, réalisant un profit confortable sur cette transaction rapide. À ce stade, 3 propriétaires terriens étaient morts en moins d'1 an, tous après avoir employé Célia dans leur domaine. Mais l'information ne circulait pas librement entre les plantations. Les familles préservaient jalousement leur réputation, et admettre qu'un décès pouvait avoir des circonstances suspectes revenait à exposer sa vulnérabilité dans une société où l'apparence de contrôle et de pouvoir était essentielle. De plus, les registres de vente d'esclaves étaient des documents techniques, rarement consultés au-delà des transactions immédiates. Personne ne reconstituait les parcours individuels. Personne ne reliait les points. Personne, sauf peut-être les esclaves eux-mêmes, qui transmettaient les informations par des canaux invisibles aux maîtres. Dans les champs, dans les cuisines, le long des chemins poussiéreux entre les plantations, lors des rares rassemblements religieux autorisés le dimanche, un nom commençait à circuler dans des murmures prudents. Célia, celle qui ne parle jamais, celle qui laisse la mort derrière elle comme une ombre froide. William Dexter était considéré comme l'un des planteurs les plus prospères du comté. Sa plantation, baptisée Marshland, produisait du riz de haute qualité grâce aux terres marécageuses particulièrement fertiles de la région. Le riz de Caroline exigeait un système complexe d'irrigation et de drainage, une expertise que Dexter avait perfectionnée au fil des années. Il avait la réputation d'être un gestionnaire compétent mais distant, qui passait plus de temps dans son bureau à gérer ses investissements diversifiés qu'à superviser directement les champs.
Il était marié à Eleanor, une femme issue d'une famille influente de Charleston, dont le père possédait plusieurs navires marchands, et ils avaient 3 enfants, dont le plus jeune n'avait que 6 ans. Celia fut assignée aux travaux de blanchisserie et d'entretien du linge à Marshland, une tâche moins visible que la cuisine, mais qui lui donnait accès à la maison principale et à ses occupants. Pendant les 2 premiers mois, tout sembla se dérouler normalement. Dexter continuait ses activités habituelles. Eleanor supervisait l'éducation des enfants avec une gouvernante venue de Virginie et la plantation fonctionnait avec l'efficacité bien huilée d'une machine prospère. Mais en janvier 1844, William Dexter développa une toux persistante accompagnée de difficultés respiratoires. Les médecins attribuèrent ces symptômes à l'humidité des marécages et recommandèrent du repos et des inhalations de vapeur. Dexter suivit ses prescriptions, mais son état se détériora progressivement. La toux s'aggravait chaque nuit, le réveillant dans des accès suffocants qui le laissaient haletant et épuisé. Il commença à cracher du sang en petite quantité, un signe que les médecins interprétaient comme une consomption avancée, bien que Dexter n'ait jamais manifesté de symptômes de tuberculose auparavant. Le 8 février, il mourut d'une insuffisance respiratoire que le docteur Weatherby qualifia de pneumonie aiguë compliquée d'hémorragie pulmonaire. Eleanor Dexter vendit rapidement ses liens, refusant de donner des explications détaillées. Lorsque l'agent qui gérait la vente lui demanda pourquoi elle se séparait d'une blanchisseuse apparemment compétente, elle répondit simplement d'une voix tendue qu'elle ne voulait plus voir cette femme dans sa propriété. Les rumeurs commençaient à circuler, des chuchotements prudents lors des réceptions mondaines de Wilmington. Certaines femmes de planteurs évoquaient cette esclave étrange qui semblait porter malheur, comparant les histoires qu'elles avaient entendues d'amis dont les maris étaient morts peu après avoir acquis cette Celia silencieuse. Mais ces conversations restaient superficielles, presque superstitieuses, car admettre publiquement qu'une personne asservie pouvait représenter une menace mortelle revenait à reconnaître une faille dans le système lui-même, une possibilité que l'ordre établi refusait catégoriquement d'envisager. Celia fut achetée par Samuel Garrett en mars 1844. Garrett possédait une plantation de coton appelée Riverside Bend, un nom ironiquement similaire à l'ancienne propriété de Nathaniel Grantham, située dans une région légèrement vallonnée à l'ouest de Wilmington. Il mourut en mai de la même année, après 3 semaines de douleurs abdominales intermittentes que les médecins diagnostiquèrent comme une occlusion intestinale. Ces symptômes incluaient des crampes sévères, une incapacité à digérer la nourriture et finalement un état de torpeur qui progressa vers le coma. Sa veuve, paniquée et convaincue que quelque chose de maléfique habitait sa plantation, se débarrassa de Celia immédiatement après les funérailles, la vendant à perte à un marchand qui passait dans la région. Le schéma se répétait maintenant avec une régularité terrifiante. Celia passait de plantation en plantation, et dans chaque demeure, le maître mourait dans les semaines ou les mois suivant son arrivée. Les symptômes variaient: fièvre, problèmes digestifs, défaillance cardiaque, difficultés respiratoires. La médecine de l'époque attribuait ces morts à des causes naturelles diverses, car les connaissances sur les poisons et leurs effets restaient rudimentaires. De plus, les médecins ruraux comme le docteur Weatherby manquaient souvent des instruments et des compétences nécessaires pour identifier des substances toxiques sophistiquées. Les autopsies, lorsqu'elles étaient pratiquées, se limitaient à des examens visuels sommaires qui ne révélaient rien d'anormal dans la plupart des cas d'empoisonnement progressif. Entre juin 1844 et mars 1846, 9 autres propriétaires terriens moururent après avoir acquis les services de Celia. Leurs noms apparaissent dans les registres mortuaires du comté comme une litanie macabre. Jacob Pennington, 43 ans, mort d'une fièvre typhoïde après 6 semaines de délire et de fièvre fluctuante. Marcus Drummond, 56 ans, crise cardiaque survenue pendant qu'il inspectait ses champs, s'effondrant brusquement sans signes avant-coureurs. Harold Fitzroy, 49 ans, accident vasculaire cérébral qui le laissa paralysé pendant 3 jours avant qu'il ne meure dans son lit. Richard Caldwell,
52 ans, insuffisance hépatique précédée de jaunisse et de confusion mentale. Joshua Blakeman, 58 ans, mort subite pendant son sommeil sans symptômes apparents. Andrew Sheridan, 44 ans, empoisonnement alimentaire si violent qu'il mourut en quelques heures. Francis Newberry, 47 ans, septicémie d'origine inconnue qui se propagea si rapidement que les médecins furent incapables d'en identifier la source. George Langford, 51 ans, hémorragie interne massive découverte lors d'une autopsie sommaire. Benjamin Rutherford, 55 ans, défaillance cardiaque alors qu'il n'avait jamais manifesté de problème cardiaque auparavant. 14 hommes au total, 14 morts en moins de 4 ans. Tous propriétaires d'esclaves, tous ayant employé Celia. Si cela vous donne des frissons, appuyez sur le bouton j'aime et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé. Les détails qui vont suivre sont encore plus troublants et soulèvent des questions auxquelles nous n'aurons peut-être jamais de réponse. En avril 1846, après la mort de Benjamin Rutherford, le shérif du comté de New Hanover, un homme nommé Augustus Pritchard, reçut une pétition signée par 7 veuves de planteurs. Le document, conservé dans les archives judiciaires du comté dans un dossier marqué « Affaires sensibles », exigeait une enquête formelle sur les décès suspects liés à une esclave du nom de Celia. Les signataires demandaient que cette femme soit arrêtée, interrogée et potentiellement jugée pour meurtre. La pétition décrivait un schéma inquiétant de décès survenus dans des circonstances similaires, tous liés à la présence de cette femme dans les propriétés concernées. Le shérif Pritchard se trouvait dans une position délicate. D'une part, ignorer une pétition signée par des femmes de l'élite sociale locale était politiquement dangereux. Ces femmes appartenaient à des familles qui contrôlaient l'économie locale et qui avaient des connexions politiques s'étendant jusqu'à la capitale de l'État. D'autre part, ouvrir une enquête officielle sur ces décès revenait à admettre publiquement que 14 hommes influents avaient été potentiellement assassinés sous le nez des autorités pendant près de 4 ans. Une reconnaissance qui minerait gravement la confiance dans les institutions locales. Cela aurait créé un scandale retentissant et soulevé des questions embarrassantes sur la compétence des forces de l'ordre, du système médical local et du système esclavagiste lui-même. Pritchard ordonna néanmoins une enquête discrète. Il confia la mission à son adjoint, Robert Claiborne, un homme méthodique dans la trentaine qui avait acquis une réputation de rigueur dans les investigations, en lui demandant de rassembler des informations sans attirer l'attention publique. Claiborne passa 3 semaines à interroger des témoins, à consulter des registres de vente et à reconstituer le parcours de Celia à travers les plantations du comté. Il visita chacune des 14 propriétés, examina les registres médicaux disponibles, interrogea les médecins qui avaient traité les victimes et parla discrètement avec des esclaves et des domestiques qui avaient côtoyé Celia. Son rapport, un document manuscrit de 42 pages conservé dans les archives de la Société historique locale, constitue la source la plus détaillée sur cette affaire et révèle à la fois la minutie de son travail et la frustration profonde qu'il ressentit face à l'impossibilité de prouver quoi que ce soit. Les conclusions de Claiborne étaient profondément troublantes, mais juridiquement inutilisables. Il confirma que Celia avait effectivement travaillé dans toutes les propriétés où les décès étaient survenus. Il nota que les délais entre son arrivée et la mort du propriétaire variaient de 6 semaines à 7 mois, suggérant une méthode d'empoisonnement progressif plutôt qu'un meurtre impulsif. Il documenta que la plupart des victimes avaient présenté des symptômes compatibles avec divers types d'intoxication. Métaux lourds comme l'arsenic, qui provoquent des troubles digestifs et neurologiques, alcaloïdes végétaux comme ceux trouvés dans la digitale, ou la belladone qui affecte le cœur et le système nerveux, ou substances organiques toxiques présentes dans la flore locale. Mais il ne trouva aucune preuve matérielle. Aucun témoin ne pouvait affirmer avoir vu Celia administrer quoi que ce soit de suspect. Aucune substance toxique ne fut identifiée dans les demeures où elle avait travaillé, bien que Claiborne ait fait examiner plusieurs jarres et contenants trouvés dans les cuisines.
Les examens post-mortem, quand ils avaient été effectués, n'avaient révélé aucune trace évidente d'empoisonnement, selon les critères médicaux rudimentaires de l'époque. Le problème fondamental était que Celia n'avait jamais été la seule personne à préparer les repas ou à avoir accès au maître. Dans chaque plantation, elle travaillait aux côtés d'autres esclaves. Les aliments provenaient de réserves communes. Les cuisines étaient des espaces collectifs où plusieurs personnes circulaient constamment. Comment prouver qu'elle, spécifiquement, avait fait quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué? Comment expliquer que dans 14 propriétés différentes, avec des dizaines de témoins potentiels, pas une seule personne ne l'ait jamais vue ajouter quoi que ce soit de suspect à la nourriture ou aux boissons? De plus, Claiborne soulignait un obstacle légal insurmontable. Selon la législation de Caroline du Nord, en vigueur à cette époque, le témoignage d'un esclave contre un autre esclave n'avait aucune valeur juridique dans un procès criminel, et le témoignage d'un esclave contre un blanc était complètement irrecevable. Et aucun blanc ne pouvait témoigner avoir vu Celia commettre un acte criminel, car personne ne l'avait vu. Les seules personnes qui auraient pu observer quelque chose d'anormal étaient les autres esclaves, dont les paroles ne comptaient pas devant un tribunal. Le système juridique lui-même, conçu pour maintenir la hiérarchie raciale, rendait impossible la poursuite d'un crime commis par un esclave contre des blancs sans témoin blanc. Il existait également une complication politique majeure. Plusieurs des planteurs décédés avaient laissé des dettes considérables. Leur succession était disputée par des créanciers qui n'avaient aucun intérêt à ce qu'un scandale de meurtre complique davantage les procédures d'héritage déjà complexes. Certains de ces créanciers étaient des hommes puissants de Wilmington, des banquiers et des négociants, qui exerçaient une influence considérable sur les autorités locales et qui siégeaient aux conseils municipaux. Ils firent discrètement savoir au shérif Pritchard que l'affaire devait être traitée avec prudence et que des révélations publiques pourraient avoir des conséquences négatives pour tous les intéressés, y compris pour sa propre carrière politique. Le shérif prit finalement une décision qui satisfaisait tout le monde sans satisfaire personne. Celia serait placée en détention préventive, non pour être jugée formellement, mais pour être maintenue sous surveillance en attendant qu'une solution soit trouvée. Cette décision ambiguë permettait d'apaiser les veuves qui réclamaient justice tout en évitant un procès public potentiellement explosif qui aurait attiré l'attention des journaux abolitionnistes du Nord et transformé l'affaire en symbole politique inflammable. Celia fut arrêtée le 23 avril 1846 et conduite à la prison du comté de Wilmington, un bâtiment de briques rouges situé près du tribunal, dont les murs épais et les fenêtres étroites évoquaient une forteresse moyenâgeuse plutôt qu'une institution moderne. Elle fut placée dans une cellule séparée au 2e étage, sans contact, avec les autres détenus qui occupaient les cellules communes du rez-de-chaussée. Le geôlier, un homme nommé Tobias Fletcher, reçut l'ordre strict de la surveiller en permanence et de noter tout comportement inhabituel dans un registre quotidien. Fletcher, un ancien marin devenu fonctionnaire après avoir perdu une jambe dans un accident de bateau, prenait ses responsabilités au sérieux et consignait méticuleusement chaque détail de la routine de sa prisonnière. Les rapports quotidiens de Fletcher, consignés dans un registre pénitentiaire miraculeusement préservé et récemment numérisé, décrivent une détenue d'une immobilité déconcertante. Celia restait assise sur sa paillasse pendant des heures sans bouger, le regard fixé sur le mur de pierre devant elle, ses mains posées sur ses genoux dans une position qui ne variait jamais. Elle mangeait très peu, seulement ce qui était strictement nécessaire pour survivre, prenant de petites bouchées mécaniques sans jamais manifester de plaisir ou de dégoût. Elle ne parlait jamais, même lorsque Fletcher lui posait des questions directes sur ses besoins basiques ou son état de santé. Lorsqu'elle devait communiquer quelque chose, elle se contentait de gestes minimalistes ou de hochements de tête à peine perceptibles. Le shérif Pritchard tenta à plusieurs reprises de l'interroger, espérant obtenir des aveux ou au moins une explication qui lui permettrait de clore l'affaire de manière satisfaisante. Il voulait comprendre qui elle était vraiment.
d'où elle venait avant d'être vendue à Edmund Carlyle en 1839, comment elle avait acquis ses connaissances en cuisine et en préparation d'herbes médicinales. Il espérait découvrir un mobile, une raison qui rendrait ses morts compréhensibles dans le cadre de la logique humaine. Mais Celia ne répondait à aucune question. Elle ne niait rien, elle ne confirmait rien. Elle ne manifestait aucune émotion, ni culpabilité, ni défiance. Elle restait simplement assise, les mains posées sur ses genoux, respirant silencieusement, son regard fixé sur un point invisible au-delà des murs de pierre. Cette absence totale de réaction frustrait profondément Pritchard, habitué aux criminels qui niaient leurs crimes avec véhémence ou qui se confessaient dans l'espoir de clémence. Dans une lettre privée adressée au procureur du district, il écrivait qu'interroger Celia revenait à parler à une statue de granit. Il mentionnait également un détail troublant qui le hantait. Lorsqu'il la regardait dans les yeux pendant les interrogatoires, il avait l'impression qu'elle ne le voyait pas vraiment, comme si son regard traversait les choses plutôt que de s'y poser, comme si elle observait une réalité parallèle, inaccessible aux autres. Des rumeurs commencèrent à circuler dans Wilmington, alimentées par le mystère qui entourait cette prisonnière silencieuse. Certains affirmaient que Celia était une sorcière qui avait vendu son âme au diable en échange de pouvoirs maléfiques. D'autres prétendaient qu'elle pratiquait des rituels vaudous appris dans les Caraïbes, invoquant des esprits malveillants pour maudire ses maîtres. Ces spéculations étaient alimentées par le fait que personne ne connaissait véritablement son origine. Les registres de vente indiquaient seulement qu'elle avait été achetée à Charleston, mais d'où venait-elle avant cela? Avait-elle été importée directement d'Afrique lors de la traite clandestine qui continuait malgré son interdiction officielle? Avait-elle transité par les plantations des Antilles où les esclaves conservaient des traditions spirituelles africaines que les planteurs américains redoutaient? Ces questions restaient sans réponse, alimentant les fantasmes et les peurs de la population blanche. Le révérend Jonathan Carver, ministre presbytérien qui officiait comme aumônier à la prison, tenta d'obtenir des confessions de Celia dans l'espoir de sauver son âme de la damnation éternelle. Pendant 6 semaines, il lui rendit visite quotidiennement, lisant des passages de la Bible et la suppliant de se repentir de ses péchés pour trouver le pardon divin. Il lui expliquait que même les crimes les plus horribles pouvaient être pardonnés par un Dieu miséricordieux si le pécheur manifestait un repentir sincère. Celia ne réagissait pas. Elle écoutait sans expression, comme si les mots glissaient sur elle sans laisser de traces, comme si le langage lui-même n'avait aucun pouvoir sur elle. Le révérend Carver nota dans son journal personnel que cette expérience était l'une des plus déconcertantes et spirituellement éprouvantes de son ministère. Il écrivait qu'il avait rencontré des criminels endurcis, des meurtriers orgueilleux et des pécheurs repentants, mais jamais quelqu'un d'aussi totalement absent, d'aussi complètement fermé à toute communication spirituelle que cette femme qui semblait habiter son corps comme un fantôme habite une maison abandonnée. Pendant ce temps, le procureur cherchait désespérément un moyen de construire un dossier juridique viable. Il consulta des experts médicaux de Charleston et même de Philadelphie, espérant obtenir des opinions qui pourraient étayer une accusation d'empoisonnement systématique. Il envoya des lettres détaillant les symptômes de chaque victime, demandant si ces tableaux cliniques pouvaient correspondre à des intoxications spécifiques. Mais les réponses qu'il recevait étaient uniformément décevantes. Sans preuves matérielles, sans examen toxicologique des corps, la plupart ayant été enterrés depuis des mois voire des années dans des cercueils scellés et sans témoignage direct admissible devant un tribunal, il était impossible de prouver quoi que ce soit selon les standards juridiques de l'époque. Les médecins consultés notaient que les symptômes décrits pouvaient effectivement correspondre à divers empoisonnements, mais qu'ils pouvaient tout aussi bien correspondre à des maladies naturelles courantes dans le Sud américain. Au fur et à mesure que les semaines passaient et que l'affaire stagnait dans les limbes juridiques, différentes théories commencèrent à émerger parmi ceux qui connaissaient les détails du dossier. Ces théories reflétaient autant les préjugés de l'époque que les faits réels.
Mais elle révélait aussi les tentatives désespérées de comprendre l'incompréhensible dans un monde où les certitudes morales et sociales commençaient à être ébranlées. La première théorie, défendue par plusieurs médecins locaux soucieux de préserver leur réputation professionnelle, suggérait que la série de décès était purement coïncidentale. Après tout, argumentait-il, les hommes d'âge moyen mouraient fréquemment de maladies cardiaques, de fièvres et d'infections diverses. La Caroline du Nord était une région où le paludisme, la typhoïde, le choléra et d'autres maladies sévissaient régulièrement, emportant des dizaines de personnes chaque année. Le fait que Celia ait travaillé dans toutes ses propriétés pouvait être un simple hasard statistique malheureux, amplifié par les peurs superstitieuses d'une population peu éduquée en matière scientifique. Cette théorie était confortable, car elle préservait l'ordre établi et évitait de reconnaître qu'une personne asservie aurait pu posséder un pouvoir si redoutable, mais elle nécessitait d'ignorer le schéma temporel frappant entre l'arrivée de Celia et les décès, un schéma que même les plus sceptiques trouvaient troublant. Une deuxième théorie, populaire parmi les abolitionnistes du Nord, qui commencèrent à s'intéresser à l'affaire après qu'un journaliste de Boston en eût entendu parler, proposait que Celia soit innocente et victime d'une conspiration visant à diaboliser une femme noire pour protéger les véritables coupables. Selon cette version, les planteurs seraient morts de cause naturelle ou auraient été assassinés par d'autres blancs pour des raisons financières ou politiques. Et Celia servirait de bouc émissaire commode permettant de détourner l'attention des vrais criminels. Cette théorie soulignait le fait que plusieurs des victimes avaient des ennemis commerciaux ou des héritiers qui bénéficièrent de leur mort, suggérant des motifs plus évidents que la vengeance abstraite d'une esclave. Cette interprétation trouvait peu d'écho en Caroline du Nord, mais alimentait les débats dans les journaux abolitionnistes de Boston et de New York, où l'affaire était présentée comme un exemple de l'injustice systémique du Sud esclavagiste. Une troisième théorie, murmurée dans les cercles privés de Wilmington par ceux qui cherchaient des explications plus complexes, suggérait que Celia était effectivement une meurtrière, mais qu'elle agissait sur ordre de quelqu'un d'autre. Peut-être un groupe d'esclaves révolutionnaires qui cherchait à déstabiliser le système esclavagiste en éliminant systématiquement des propriétaires. Ou peut-être un rival commercial qui utilisait Celia comme arme pour éliminer la concurrence dans l'industrie du coton et de la térébenthine. Cette théorie du complot séduisait ceux qui ne pouvaient pas accepter qu'une seule personne asservie, probablement illettrée et sans ressources apparentes, puisse accomplir autant de morts sans aide extérieure. Elle permettait de préserver la fiction que les esclaves, individuellement, n'étaient pas dangereux. Même si organisés, ils pouvaient représenter une menace collective. La quatrième théorie, la plus troublante et la plus rarement exprimée publiquement car elle remettait en question les fondements mêmes du système esclavagiste, était que Celia avait effectivement tué ces hommes, seule, méthodiquement, et qu'elle possédait des connaissances en matière de poison qui dépassaient de loin tout ce que les Blancs de la région pouvaient imaginer. Cette théorie soulevait des questions terrifiantes. Où avait-elle acquis ce savoir? Comment avait-elle pu identifier, préparer et administrer des substances toxiques de manière si discrète que personne ne l'avait jamais surprise? Comment avait-elle su doser les poisons pour varier les symptômes et éviter qu'un schéma évident n'émerge? Et surtout, pourquoi? Quel pouvait être son mobile pour tuer des hommes qu'elle ne connaissait pas avant de travailler pour eux, des hommes qui lui étaient pour la plupart indifférents au-delà de leur statut commun de maître? Le mobile était le point le plus débattu et le plus insaisissable. Certains pensaient qu'elle agissait par vengeance généralisée contre tous les propriétaires d'esclaves, une haine si profonde et si absolue qu'elle transcendait les circonstances individuelles. D'autres suggéraient qu'elle avait peut-être été violentée ou torturée par Edmund Carlyle, le premier à mourir, et que cela avait déclenché une spirale de violence qu'elle ne pouvait plus arrêter, chaque meurtre rendant le suivant plus facile psychologiquement. Quelques-uns proposaient une explication plus pragmatique. Peut-être avait-elle découvert qu'en tuant ses maîtres, elle était rapidement revendue et pouvait ainsi éviter les travaux des champs les plus épuisants, échapper à des situations particulièrement brutales,
ou simplement maintenir une forme de contrôle sur sa propre existence dans un monde où elle n'avait aucun pouvoir officiel. Un médecin de Charleston, le docteur Hamilton Pierce, qui avait étudié en Europe et possédait des connaissances plus avancées en toxicologie que ses confrères ruraux, fut consulté par le procureur dans le cadre de ses tentatives désespérées de construire un dossier. Dans un rapport détaillé qu'il rédigea en juin 1846, Pierce analysait les symptômes décrits pour chaque victime et proposait des substances qui auraient pu les provoquer avec une précision déconcertante. Il mentionnait l'arsenic blanc, facilement disponible dans les raticides de l'époque et qui, administré en petites doses répétées sur plusieurs semaines, pouvait imiter une maladie chronique progressive avec des symptômes digestifs et neurologiques. Il évoquait également divers alcaloïdes végétaux présents dans la flore locale. La digitale pourpre qui affecte le cœur et peut provoquer des arythmies mortelles. La ciguë dont les racines ressemblent à des carottes sauvages et qui paralyse progressivement le système nerveux. La belladone dont les baies séduisantes contiennent de l'atropine provoquant confusion, hallucination et finalement coma. Ce qui fascinait et effrayait Pierce dans son analyse, c'était la sophistication apparente de la méthode. Si Celia était bien responsable, elle avait fait preuve d'une connaissance remarquable de la toxicologie pratique qui rivalisait avec celle de pharmaciens professionnels. Elle avait varié les substances et les symptômes, évitant ainsi qu'un schéma évident n'émerge et qu'un médecin vigilant ne fasse le lien entre les cas. Elle avait dosé précisément pour que les victimes meurent dans des délais variables, allant de quelques jours à plusieurs mois, rendant l'identification du moment critique et de la cause exacte quasi impossible. Elle avait même, selon Pierce, probablement adapté ses méthodes en fonction de l'âge, de la constitution physique et des habitudes de chaque victime pour maximiser l'effet tout en minimisant les soupçons, choisissant des poisons à action rapide pour les hommes robustes et des intoxications progressives pour ceux déjà affaiblis. Mais d'où une femme asservie, probablement illettrée selon les standards européens, aurait-elle pu acquérir un tel savoir? Cette question hantait tous ceux qui examinaient l'affaire de près et remettait en question les préjugés raciaux fondamentaux de l'époque. Ce qui n'apparaît jamais dans les documents officiels, mais qui fut recueilli des décennies plus tard par des chercheurs et des journalistes intéressés par l'histoire locale lors de la période de reconstruction après la guerre de sécession. Ce sont les témoignages oraux des anciens esclaves de la région. Après 1865, lorsque ces personnes purent enfin parler librement sans crainte de représailles, certaines évoquèrent Celia et l'atmosphère de terreur mêlée de respect craintif qu'elle inspirait parmi la population asservie. Une femme nommée Rachel, qui avait travaillé dans une plantation voisine de Fairwood pendant les années 1840, raconta lors d'une interview en 1881 qu'elle avait vu Celia une fois lors d'un rassemblement religieux autorisé entre esclaves de différentes propriétés. Ces rares occasions où les maîtres permettaient des réunions supervisées pour des services C. Retien. Celia était restée en retrait, ne participant à aucun chant, ne priant pas, ne s'agenouillant pas pendant les invocations. Quand Rachel, poussée par la curiosité, avait essayé de lui parler et de lui demander d'où elle venait, Celia l'avait simplement regardée avec ses yeux sombres qui semblaient contenir quelque chose d'ancien et de terrible, une profondeur qui n'appartenait pas au monde ordinaire. Rachel avait reculé instinctivement, saisie d'une peur viscérale qu'elle ne pouvait expliquer rationnellement, une sensation primitive que quelque chose de fondamentalement différent se tenait devant elle. Un homme nommé Samuel, qui avait brièvement travaillé au champ de térébenthine à Riverside avant la mort de Nathaniel Grantham, mentionna dans un témoignage recueilli en 1868 que les autres esclaves évitaient de contrarier Celia ou même de lui adresser la parole sans nécessité absolue. Il y avait des rumeurs selon lesquelles elle connaissait des choses venues d'Afrique, des savoirs ancestraux que les maîtres ne pouvaient ni comprendre ni contrôler, transmis secrètement de génération en génération, malgré les tentatives d'effacer toute trace de culture africaine. Samuel précisait qu'il ne croyait pas personnellement aux histoires de sorcellerie ou de malédiction.
Mais il admettait que Celia possédait clairement une connaissance des plantes et de leurs propriétés médicinales et toxiques, que personne d'autre ne détenait. Une expertise qui suggérait un enseignement systématique plutôt que des connaissances acquises par hasard. Une autre source, un récit fragmentaire recueilli par un folkloriste en 1887 auprès d'une femme très âgée qui prétendait avoir connu Celia dans sa jeunesse, mentionnait une tradition orale parmi les descendants d'esclaves de la région, celle d'une femme silencieuse qui apportait la justice là où la loi n'existait pas pour les opprimés. Dans cette version presque mythologique, Celia n'était pas une meurtrière aveugle frappant au hasard, mais une justicière qui ne frappait que ceux qui avaient commis des actes particulièrement cruels envers les personnes asservies. Les 14 hommes qu'elle avait tués auraient tous partagé un secret ténébreux. Une culpabilité commune qui justifiait leur élimination aux yeux d'une justice supérieure à celle des tribunaux humains. Cette théorie trouvait un certain écho dans les recherches menées par l'adjoint Claiborne lors de son enquête. En examinant minutieusement les antécédents des victimes, il avait noté que plusieurs d'entre elles avaient des réputations troublantes concernant leur traitement des esclaves. Des histoires chuchotées que personne n'osait répéter publiquement, mais que tout le monde connaissait. Edmund Carlyle avait été poursuivi en justice en 1838 par un voisin pour cruauté excessive envers un jeune esclave de 13 ans qu'il avait fouetté si violemment que l'enfant était resté alité pendant 2 semaines, bien que les charges aient été finalement abandonnées après un arrangement financier discret. Nathaniel Grantham était connu pour séparer systématiquement les familles lors des ventes. Une pratique légale mais particulièrement déchirante qui brisait les liens familiaux sans aucune considération pour la souffrance causée. Leonard Hutchins avait un contremaître réputé pour sa brutalité sadique, et certains murmuraient que Hutchins fermait les yeux volontairement sur les abus car cela maintenait une atmosphère de terreur efficace pour la productivité. Plusieurs autres victimes appartenaient au même cercle social restreint, fréquentaient le même club exclusif, partageaient des investissements communs dans le commerce des esclaves et formaient une sorte de confrérie informelle dont les activités exactes restaient opaques. Existait-il un lien plus profond entre ces hommes au-delà de leur statut commun de propriétaires terriens? Avaient-ils participé ensemble à quelque chose de suffisamment grave pour justifier une vengeance ciblée? Les documents historiques ne permettent pas de répondre définitivement, mais le schéma suggère une possibilité troublante. Peut-être que Celia ne tuait pas au hasard des maîtres cruels, mais qu'elle suivait une liste précise établie selon des critères que nous ne comprenons pas. En août 1846, après 4 mois de détention dans des conditions spartiates qui auraient normalement brisé l'esprit de n'importe quel prisonnier, le procureur du district admit officiellement qu'il ne pouvait pas constituer un dossier suffisant pour justifier un procès formel devant jury. Cette décision fut prise lors d'une réunion à huis clos, impliquant le procureur, le shérif Pritchard, le juge du comté Horace Pemberton et 3 notables de Wilmington, dont les identités furent maintenues confidentielles. Les minutes de cette réunion, découverte dans les archives judiciaires lors d'un inventaire effectué en 1968, révèle les arguments pragmatiques et politiques qui furent avancés pour justifier l'abandon des poursuites. Le procureur expliqua avec une franchise brutale que sans preuve matérielle tangible et sans témoignage recevable selon les lois en vigueur, toute tentative de procès se solderait par un acquittement humiliant qui minerait davantage la confiance publique dans les institutions judiciaires. Pire encore, un procès public attirerait inévitablement l'attention des journaux du Nord, notamment des publications abolitionnistes qui sauteraient sur l'occasion pour attaquer l'institution esclavagiste et présenter Celia comme une héroïne de la résistance plutôt que comme une criminelle. L'affaire risquait de devenir un symbole politique explosif au moment précis où les tensions sectionnelles entre le Nord et le Sud s'intensifiaient dangereusement, préfigurant les conflits qui mèneraient à la guerre de sécession 15 ans plus tard.
Le juge Pemberton proposa alors une solution juridiquement douteuse, mais pragmatiquement efficace. Puisque Celia était techniquement la propriété de Benjamin Rutherford au moment de son arrestation, et que Rutherford était décédé sans héritier direct, laissant une succession compliquée disputée par plusieurs créanciers, elle pouvait être considérée comme un actif financier à liquider dans le cadre du règlement de cette succession. Le tribunal autoriserait sa vente immédiate aux enchères, mais avec une condition explicite inscrite dans les documents officiels. L'acheteur devait s'engager contractuellement à la transférer hors des limites de Caroline du Nord dans les 30 jours suivant la transaction, sous peine d'amende substantielle. Cette décision permettait de résoudre le problème sans admettre publiquement l'échec de l'enquête ou l'impuissance du système judiciaire. Celia serait retirée définitivement de la circulation dans le comté, les veuves seraient apaisées par son départ, qui mettrait fin au cycle de mort. Et l'affaire pourrait être progressivement enterrée dans le silence et l'oubli. Les participants à cette réunion jurèrent un pacte de discrétion, s'engageant à ne jamais discuter publiquement des détails de l'affaire et à décourager toute spéculation ultérieure. Le 22 août 1846, dans une vente organisée discrètement sans annonce publique préalable, Celia fut vendue à un marchand d'esclaves de Géorgie nommé Elias Whitcomb pour la somme dérisoire de $120, un prix qui reflétait à la fois sa réputation sinistre et l'empressement des autorités à s'en débarrasser. Whitcomb, un homme au visage marqué par la petite vérole et à la réputation douteuse même parmi ses pairs, avait l'habitude d'acheter des esclaves problématiques à bas prix pour les revendre dans les territoires de l'Ouest où les questions n'étaient pas posées aussi rigoureusement et où la demande de main-d'œuvre dépassait largement les scrupules moraux. Il quitta Wilmington avec Celia le lendemain même de la transaction, voyageant vers le sud dans un wagon couvert qui contenait 6 autres esclaves achetés lors de diverses ventes dans la région. Et c'est ici que la trace documentaire s'évanouit dans les brumes de l'histoire, laissant plus de questions que de réponses. Les registres de vente de Whitcomb, partiellement conservés dans les archives commerciales de Savannah dans un état de détérioration avancée, montrent qu'il vendit plusieurs esclaves dans le Mississippi et le Texas au cours des mois suivant son départ de Wilmington. Mais aucun nom ne correspond clairement à Celia dans ces documents fragmentaires où l'encre a bavé et où des pages entières manquent. Soit elle fut vendue sous un autre nom, une pratique courante pour les esclaves ayant des antécédents problématiques que les marchands cherchaient à dissimuler pour maintenir la valeur marchande, soit les documents furent perdus dans l'un des nombreux incendies qui ravagèrent les archives du Sud pendant la guerre de sécession, soit-elle disparue d'une autre manière que nous ne pouvons que conjecter. Quelques indices fragmentaires existent dans les marges de l'histoire, comme des échos lointains d'une présence qui refuse totalement de s'effacer. Un registre de plantation au Texas, découvert dans un grenier en 1932, mentionne en 1847 l'achat d'une femme noire silencieuse dont le nom est partiellement illisible dans le document détérioré par l'humidité, quelque chose qui pourrait se lire comme cela ou Cilia. Le propriétaire nota qu'elle refusait de parler et qu'elle inspirait une crainte inexplicable aux autres travailleurs. Il la revendit après seulement 2 mois, et le registre ne précise pas pourquoi. Un rapport de shérif en Louisiane, daté de 1849, fait référence à une femme noire arrêtée pour vagabondage qui refusait obstinément de parler et dont on ne put établir l'identité ni la provenance. Elle fut détenue pendant 1 semaine puis relâchée faute de preuves d'activité criminelle, disparaissant immédiatement sans laisser de traces. Un journal intime d'une planteur du Mississippi mentionne en 1850 une cuisinière exceptionnellement compétente mais étrangement silencieuse qu'il avait achetée à un marchand itinérant et qui disparut une nuit sans explication après que le planteur soit tombé mystérieusement malade. Ces fragments pourraient concerner Celia, mais rien ne le confirme avec certitude, et il pourrait tout aussi bien décrire d'autres femmes partageant des caractéristiques similaires dans un système qui en comptait des milliers. Ce qui est certain, c'est qu'après août 1846,
aucune mention fiable et vérifiable de Celia n'apparaît plus dans aucun document officiel accessible aux chercheurs modernes. Elle s'est effacée dans les marges de l'histoire, avalée par le système esclavagiste qui ne tenait pas de registre précis et systématique pour ceux qu'il considérait comme une simple marchandise interchangeable, des objets sans identité permanente ou histoire personnelle digne d'être préservée. À Wilmington, l'affaire fut progressivement oubliée, du moins en surface et dans les conversations publiques. Les familles des victimes reconstruisirent leur vie, remarièrent leurs veuves, redistribuèrent les héritages et continuèrent leurs activités comme si rien ne s'était passé. Les plantations changèrent de main au gré des ventes et des successions. Le docteur Weatherby continua sa pratique médicale jusqu'à sa mort en 1853 d'une pneumonie, sans jamais reconnaître publiquement qu'il avait pu mal diagnostiquer 14 empoisonnements, bien que certains de ses contemporains notèrent qu'il était devenu plus prudent et plus méfiant dans ses diagnostics après 1846. Le shérif Pritchard fut réélu 2 fois avant de prendre sa retraite en 1857, emportant avec lui dans la tombe tout ce qu'il savait réellement sur l'affaire Celia. Mais dans les archives personnelles, dans les journaux intimes découverts dans des greniers poussiéreux et les lettres privées conservées par des descendants curieux, le nom de Celia réapparaît occasionnellement comme un fantôme persistant. Des femmes de planteurs écrivaient à leurs amis pour exprimer leur soulagement que cette femme terrifiante soit partie loin vers l'ouest et ne puisse plus les menacer. Des hommes d'affaires mentionnaient l'affaire comme un exemple troublant de la dangerosité potentielle d'une main-d'œuvre asservie qui possédait des savoirs secrets, argumentant que cela justifiait une surveillance encore plus stricte et une répression plus sévère de toute manifestation d'autonomie. Le révérend Carver nota dans son journal personnel qu'il priait régulièrement pour l'âme de Celia, incapable d'oublier ses yeux vides qui l'avaient hanté pendant des semaines et qui continuaient à apparaître dans ses cauchemars occasionnels. Au XXe siècle, lorsque des historiens professionnels et des chercheurs universitaires commencèrent à réexaminer systématiquement les archives de l'esclavage en Caroline du Nord, dans le cadre d'un mouvement plus large de réévaluation de l'histoire américaine, l'affaire Celia émergea comme l'un des cas les plus fascinants et les plus insolubles de résistance esclave documentée. Plusieurs thèses de doctorat, articles académiques et même un livre ont été consacrés à cette histoire, chacun proposant des interprétations différentes qui reflètent autant les perspectives idéologiques de leurs auteurs que les faits historiques disponibles. Certains historiens conservateurs y voient un exemple classique de panique morale collective, où une série de coïncidences morbides fut transformée en complot imaginaire, alimenté par les peurs racistes de l'époque et l'ignorance médicale généralisée. Selon cette lecture, Celia était probablement totalement innocente, et les 14 décès s'expliquent entièrement par des causes médicales naturelles courantes dans le sud antebellum. Maladies cardiaques non diagnostiquées, infections bactériennes, paludisme chronique, complications de maladies chroniques aggravées par le climat et le mode de vie. Le fait qu'elle ait travaillé dans ces propriétés ne serait qu'un hasard statistique amplifié rétrospectivement par les préjugés et les superstitions d'une société profondément raciste, cherchant à confirmer ses peurs sur la dangerosité inhérente des personnes noires. D'autres chercheurs, particulièrement ceux issus des études afro-américaines et de l'histoire sociale, adoptent une position radicalement opposée. Ils considèrent que les preuves circonstancielles sont trop accablantes et trop cohérentes pour être ignorées ou expliquées comme de simples coïncidences. Le schéma temporel précis, la variété délibérée des symptômes suggérant une connaissance sophistiquée de différents poisons, la régularité avec laquelle les morts survenaient après l'arrivée de Celia, tout cela suggère fortement un agent actif et intentionnel plutôt qu'une série d'accidents malheureux. Selon eux, Celia était effectivement une empoisonneuse hautement compétente qui a réussi l'exploit remarquable de commettre 14 meurtres sans jamais être formellement prouvée coupable, et son histoire représente une forme de résistance héroïque contre un système profondément injuste et violent. Et
Une troisième école de pensée, peut-être la plus nuancée académiquement, propose une interprétation qui refuse la dichotomie simpliste entre innocence totale et culpabilité absolue. Peut-être que certaines des morts étaient effectivement naturelles et coïncidaient malheureusement avec la présence de Celia, tandis que d'autres étaient délibérées. Peut-être que Celia a commencé par un meurtre accidentel ou par un acte de légitime défense contre un maître particulièrement brutal, puis a réalisé qu'elle possédait un pouvoir redoutable qui lui donnait une forme d'agence dans un monde qui lui niait toute humanité. Peut-être qu'elle a ensuite continué, soit par nécessité de survie immédiate, en créant des situations où elle serait revendue plutôt que maintenue dans des conditions intolérables, soit par un désir croissant de vengeance contre un système qui l'avait déshumanisée depuis sa naissance. Ce qui fascine profondément dans cette affaire, et ce qui explique pourquoi elle continue à attirer l'attention des chercheurs presque 2 siècles plus tard, c'est précisément son insolvabilité fondamentale. Nous ne connaîtrons jamais la vérité définitive sur Celia. Nous ne saurons jamais avec certitude si elle était une meurtrière méthodique, exécutant un plan soigneusement élaboré, une victime tragique de circonstances malheureuses et de préjugés raciaux, ou quelque chose de beaucoup plus complexe qui échappe à nos catégories morales simplistes. Les documents historiques sont trop incomplets, trop fragmentaires, trop biaisés par les préjugés de leurs auteurs pour permettre une conclusion définitive qui satisferait les standards de preuve modernes. Mais ce que nous savons avec une certitude absolue, documenté dans des registres officiels que personne ne peut contester, c'est que 14 hommes sont effectivement morts entre 1842 et 1846, que tous sans exception étaient propriétaires d'esclaves et membres de l'élite économique locale, que tous ont employé une femme nommée Celia à un moment donné dans les mois précédant leur décès, et que malgré une enquête officielle menée par des autorités motivées à trouver des réponses, personne n'a jamais pu prouver définitivement quoi que ce soit concernant sa responsabilité ou son innocence. L'histoire de Celia a laissé des traces subtiles mais persistantes dans la culture locale de Wilmington et de la Caroline du Nord. Pendant des générations après la guerre de sécession, les descendants des familles esclavagistes évitaient soigneusement de parler publiquement de cette affaire profondément embarrassante qui remettait en question leur mythologie familiale de maîtres bienveillants gouvernant des esclaves reconnaissants. Les descendants des personnes anciennement asservies, quant à eux, transformèrent progressivement Celia en figure presque mythologique, symbole de résistance silencieuse et de justice immanente qui échappe aux tribunaux humains, mais s'exerce néanmoins. Aujourd'hui, l'affaire Celia demeure un sujet d'étude privilégié pour les historiens spécialisés dans l'esclavage américain, car elle soulève des questions fondamentales qui dépassent largement les faits historiques spécifiques. Comment juger moralement les actions d'une personne totalement dépossédée de droits dans un système qui la traite comme un objet? Comment évaluer la culpabilité ou l'innocence dans un contexte où la loi elle-même était profondément immorale et où la violence était institutionnalisée? Peut-on condamner la résistance violente contre l'oppression violente? Et comment les absences et les silences dans les archives historiques elles-mêmes reflètent-ils les structures de pouvoir qui ont créé ces archives? Si Celia a effectivement commis ces meurtres, la question de comment elle a acquis ses connaissances toxicologiques reste fascinante. Les traditions médicinales africaines incluaient effectivement une pharmacopée sophistiquée, transmise oralement à travers les générations, des savoirs ancestraux préservés malgré les efforts systématiques pour effacer toute mémoire culturelle africaine. Ces connaissances incluaient l'usage de plantes aux propriétés curatives et toxiques, une compréhension empirique des dosages et des effets qui rivalisaient parfois avec la médecine européenne de l'époque. Celia aurait-elle pu apprendre ces savoirs de sa mère ou d'autres anciens avant d'être vendue en esclavage, préservant ce patrimoine immatériel, même après avoir été arrachée à sa communauté d'origine? Ou aurait-elle appris sur le tas pendant ses années de servitude, observant méthodiquement les plantes locales, expérimentant en secret sur des animaux ou peut-être sur elle-même,
accumulant progressivement une expertise mortelle née de la nécessité et de la détermination. Et pourquoi n'a-t-elle jamais parlé, même face à la mort potentielle, même quand briser son silence aurait pu sauver sa vie ou au moins apporter une forme de compréhension à ses actions? Ce silence absolu, maintenu pendant des mois d'emprisonnement et d'interrogatoire, était-il une forme de résistance ultime, un refus catégorique de donner à ses oppresseurs la satisfaction d'une confession ou d'une explication qui les aurait rassurés? Était-ce une protection délibérée pour d'autres personnes, peut-être des complices ou des enseignants qu'elle ne voulait pas compromettre? Ou était-ce simplement le choix existentiel d'une femme qui avait décidé que ses maîtres, passés et futurs, ne méritaient aucune explication, aucune justification, aucun accès à son monde intérieur? L'affaire de Celia de Wilmington nous confronte brutalement à l'ambiguïté morale intrinsèque de l'histoire de l'esclavage américain et aux limites de notre capacité à juger le passé selon nos catégories éthiques contemporaines. Si elle était coupable des crimes dont on l'accusait, peut-on vraiment condamner moralement quelqu'un qui a tué ses oppresseurs dans un système qui niait son humanité fondamentale? Le meurtre d'un maître d'esclaves par un esclave est-il un crime ou un acte de légitime défense contre une violence institutionnalisée? Si elle était innocente, comment expliquer le schéma statistiquement improbable qui relie sa présence au décès? Et que dit notre empressement à l'accuser sur nos propres préjugés persistants? Et quelle que soit la réponse à ces questions, que révèle cette histoire sur les limites fondamentales de la justice dans une société fondée sur l'injustice systémique, où les lois elles-mêmes étaient conçues pour maintenir l'oppression? Les 14 tombes des propriétaires terriens existent toujours aujourd'hui, dispersées dans les cimetières historiques du comté de New Hanover que les touristes visitent parfois. Leurs pierres tombales en marbre patiné portent les dates de décès gravées avec précision et les formules pieuses conventionnelles sur la vie éternelle et le repos en paix. Rien sur ces monuments ne mentionne les circonstances troublantes qui ont entouré leur mort. Rien n'indique le mystère qui a hanté leurs veuves et leur communauté. Celia, elle, n'a probablement pas de tombe marquée, pas de pierre tombale portant son nom, pas de monument commémorant son existence. Comme la très grande majorité des personnes asservies, elle aura été enterrée dans une fosse anonyme quelque part dans les territoires de l'Ouest, sans pierre, sans nom gravé, sans mémoire officielle préservée par les institutions. Mais son histoire survit malgré tout dans les archives fragmentaires, dans les murmures persistants de l'histoire orale afro-américaine, dans les questions sans réponse que nous continuons à nous poser près de 2 siècles plus tard. Elle survit parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental et d'universel dans la condition humaine. La capacité de résister même lorsque tous les pouvoirs extérieurs conspirent à nous nier notre humanité. Que cette résistance ait pris la forme de 14 meurtres calculés méthodiquement exécutés ou qu'elle n'existe que dans notre imagination collective, projetant rétrospectivement de l'agence sur une victime passive, elle témoigne de la volonté indomptable de certains êtres humains face à l'oppression la plus absolue. L'histoire de Celia n'aura probablement jamais de conclusion définitive qui satisferait notre désir moderne de clarté et de résolution. Les documents sont trop fragmentaires, détruits par le temps et les guerres. Les témoignages sont trop contradictoires, filtrés par des décennies de mémoire défaillante et de réinterprétation. Les motivations sont trop opaques, enterrées avec une femme qui a choisi le silence absolu. Mais peut-être que c'est précisément cette absence de résolution qui rend l'histoire si puissante et si pertinente aujourd'hui. Elle nous oblige à rester dans l'inconfort de l'ambiguïté morale, à reconnaître humblement les limites de notre connaissance historique et à réfléchir profondément aux complexités éthiques d'une époque dont nous héritons encore les conséquences structurelles et psychologiques. 14 hommes sont morts dans des circonstances troublantes. Une femme a disparu dans le silence absolu des archives fragmentaires. La vérité reste enfouie quelque part entre les lignes des documents jaunis, inaccessibles peut-être à jamais aux investigations historiques. Mais les questions demeurent, vivantes, dérangeantes, essentielles pour comprendre notre présent
autant que notre passé. Vous venez d'écouter l'histoire de Celia de Wilmington, un mystère historique qui n'a jamais été résolu et ne le sera probablement jamais. Pensez-vous qu'elle était coupable de ces 14 meurtres ou victime d'une coïncidence tragique amplifiée par les préjugés? Croyez-vous que tout a été révélé dans les documents disponibles ou que des secrets cruciaux restent encore enfouis dans des archives non découvertes? Partagez vos réflexions en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne si vous appréciez ces plongées dans les zones d'ombre de l'histoire. Et partagez cette histoire avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par les mystères qui défient les explications simples et nous obligent à confronter les complexités morales du passé. L'histoire ne livre pas toujours ses secrets. Parfois, elle nous laisse simplement face à nos propres questions et à nos propres jugements, nous forçant à reconnaître que la vérité historique est souvent plus ambiguë et plus troublante que les récits simplifiés que nous préférerions entendre.